Bon, je vais essayer de vous parler en français, donc un petit peu de patience avec moi. C'est pas ma langue maternelle. Donc, j'ai été invité de vous parler sur l'ultrason à haute fréquence digitalisée de la machine ARScan qui s'appelle Insight 100, basé sur la technologie de l'Artemis, que vous savez bien sûr que j'ai développé il y a très très longtemps. Et on est au point où il existe maintenant une technologie euh, sur le marché qui est computarisée et qui nous permet de faire des mesures très précises dans le segment intérieur. Donc, pour comprendre le sizing du ICL, je crois que c'est intéressant de voir l'évolution de l'histoire de comment on décidait le, le sizing précis. Donc, on sait que du début, Star nous fait entrer le white-to-white, le diamètre de la cornée, et puis avec quelques autres paramètres cliniques, la réfraction, la kératométrie et la profondeur de la chambre intérieure, euh, euh, on nous fait une proposition pour le sizing de l'ICL à mettre. Quelques années après, pendant les études FDA et aux États-Unis, juste après 2000, 2002, 2003, Doherty à Los Angeles nous provient une formule basée sur UBM, qui est en fait ultrason haute fréquence, mais pas very high frequency ultrasound, seulement high frequency. Et dans les fréquences de 20 à 30 MHz, le ARScan travaille à 60 MHz. Donc, on voit les structures de la chambre postérieure, mais pas très, très bien avec une résolution plus basse. Avec la formule Doherty, disons, ça c'est la deuxième phase du sizing de l'ICL, on nous propose quel ICL à mettre basé sur le diamètre du sulcus. Et dans la formule Doherty, ça dépend de quel pouvoir du ICL, parce que les ICL plus hautes en myopie ont une mécanique différente que ceux qui ont la correction plus basse. Disons que l'épaisseur relative entre le centre et la périphérie de l'ICL, et cette différence elle est plus grande avec une myopie forte, et donc il est plus plégable le ICL pour les myopies plus hautes, donc ça a un effet sur le volt, la séparation entre le ICL et le cristallin. Kojima, il a pris le principe de Doherty, mais il a ajouté, très intelligemment, il a ajouté l'auteur du cristallin au-dessus de la ligne qui joint le sulcus au sulcus. Donc, c'est logique. Le plus qu'on a le sulcus lens rise, le moins qu'on va avoir en séparation entre le ICL et le cristallin. Donc, c'est complètement logique, mais comme beaucoup de très, très belles idées, elles sont complètement évidentes avant une fois qu'on nous donne l'idée. Donc, chez nous, avec le ARScan, on utilisait la formule Kojima avec notre Insight et on attendait à avoir des meilleurs résultats parce qu'on avait un ultrason avec beaucoup plus de résolution.
Mais pendant qu'on a fait notre pratique clinique, on a aussi décidé de faire une analyse rétrospective pour pouvoir trouver s'il y a une régression multivariate regression statistique qu'on pourrait faire pour déterminer si on peut améliorer la prédictibilité, comment on peut prédire la, comment on peut mieux savoir le sizing. Bon, excusez-moi. Donc, les variables on a étudiées, on a un peu mis tout parce que quand on essaye de trouver des nouvelles paramètres, il faut mettre tous les paramètres et voir lesquels statistiquement peuvent survivre dans l'analyse statistique. Donc, il y a les composants cliniques qui sont faciles à savoir, mais un des composants que j'ai mis, c'est la pupille scotopique. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà depuis très longtemps, j'ai mis une publication de 1997 sur le PRL où on a montré que la pupille plus petite diminue la séparation entre l'implant phakique et le cristallin. Donc, je savais déjà que la pupille scotopique pourrait avoir une influence. De l'autre côté, on a la chambre intérieure, on a l'angle de la chambre intérieure, on a la distance de l'angle, le diamètre de l'angle, on a bien sûr le diamètre du sulcus, on a le sulcus-to-sulcus lens rise, comme Kojima nous a montré, mais aussi avec l'ARScan, on arrive à voir les zonules. Et donc, j'ai pensé, peut-être il faut mesurer cette dimension de zonule to zonule. Peut-être il faut mesurer l'auteur du cristallin de la position du zonule. Et pour finir, j'ai dit, on va mesurer le diamètre interne du corps ciliaire, ciliary body inner diameter. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que statistiquement, le diamètre interne du corps ciliaire était tellement fort pour la corrélation avec le volt final qu'en fait, on ne pouvait plus mettre le sulcus to sulcus. Il n'y avait aucune façon mathématiquement d'inclure le sulcus to sulcus en même temps que le diamètre interne du corps ciliaire. Donc, on a découvert quelque chose de nouveau. Et en plus, on a découvert que si on mesure la pupille scotopique préopératoirement, on peut ajouter de la précision de la prédictibilité de la séparation. Donc, notre formule, London Vision Clinic Formula, inclut 3 paramètres qui n'ont jamais été décrits pour le sizing de l'ICL. Et au-delà, j'ai pensé à un autre truc, c'est que toutes les formules auparavant nous font une recommandation de quel implant de mettre. Et moi, j'ai pensé qu'en fait, c'est pas tout à fait un implant qu'il faut choisir pour chaque œil parce que ça dépend des autres paramètres. Par exemple, si on a une chambre très, très profonde, une chambre de 3,5 mm, peut-être qu'on choisirait le 12,6 pour avoir un petit peu plus de séparation dans un œil d'un patient jeune. Si, par exemple, la chambre intérieure était plus étroite, elle faisait 2,9, peut-être que j'aurais choisi donc le 12,1 pour avoir le volt un peu plus bas, pour ne pas trop serrer l'angle dans une chambre intérieure plus étroite. Donc,
c'est-à-dire, au lieu de donner ICL qu'il faut utiliser, comme Star nous fait avec le website qu'ils ont, avec le OCOS website, on met les paramètres, le white to white, ils nous disent utiliser ce lait. Mais ça n'a rien à voir avec les paramètres, disons, on peut customize, non? Le volt qu'on veut. Bon, les résultats qu'on a reçus. Donc, on a fait ça en 3 phases. La première phase, c'était de voir les résultats qu'on a eus en utilisant la formule de Kojima. Et on voit qu'avec la formule de Kojima, le volt central était à peu près le même. Et on voit que le rang interquartile était à peu près pareil entre Kojima avec UBM et, disons, Reinstein avec la formule Kojima, mais utilisant le ArcScan de haute fréquence. Donc, en fait, pas très surprenant, mais un peu décevant peut-être parce qu'on pensait qu'on allait avoir des meilleurs résultats. Ce qui était très intéressant, c'est que le modèle qu'on a dessiné, on a essayé de voir avec les yeux qu'on avait déjà fait, si le modèle nous donnerait une meilleure dispersion, moins de dispersion des résultats. Donc, cette formule, on l'a mis sur l'Internet, sur un site que j'ai enregistré qui s'appelle iclsizing.com. Et l'idée ici, c'était de mettre toutes les formules ensemble, c'est-à-dire la formule Kojima, Doherty, Nakamura, la formule qu'on utilise à base de l'OCT, qui mesure du scleral spur au scleral spur. Cet diamètre, on utilise pour la formule Nakamura. Et l'idée, c'était que si on met seulement, par exemple, le pourvoir et le sulcus, les résultats seront donnés vis-à-vis la formule, vis-à-vis les données entrées. Donc, si on met les paramètres avec le lens rise, on utilise la formule Kojima. Et si on met tout, on aura toutes les formules. On peut comparer Kojima, Doherty, Nakamura, notre formule London Vision Clinic et la formule Nakamura. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? La seconde phase, la seconde phase, peut-être qu'il y aura une troisième, mais c'était de voir prospectivement comment elle se comporte, cette formule. Bien sûr, les résultats cliniques de l'ICL sont incroyables. Vous voyez, on traite jusqu'à moins 20 avec cylindres très, très hauts, jusqu'à 6,7 de cylindre. Et c'est incroyable les résultats. On sait que la majorité des patients atteignent leur vision meilleure corrigée sans lunettes après. Et que la safety, elle est très, très haute. Il n'y a pas de perte de ligne et que c'est un implant hyper précis. Bien sûr, la précision des résultats dépend de la précision de la réfraction. Donc, tant qu'on est exact en réfraction, tant on aura des résultats presque exacts. Et ça, c'est bien. Ce qui est intéressant avec le ICL, c'est que même en traitant des myopies super hautes, le contraste ne baisse. En fait, le contraste augmente parce que quand on mesure le contraste à travers des lunettes épaisses, on perd du contraste. Bon, nos résultats de cette formule prospective. Donc, pour la première fois, on voit, ça n'a jamais été publié avant, une graphique du volt tenté contre le volt réalisé. Et ça n'a jamais été publié avant. Et vous voyez qu'on a ici
56% des yeux arrivent dans les 100 microns de ce qu'on a tenté. Et plus de 90%, 91% des yeux dans 300 de ce qu'on a allé tenter comme volt. Donc, ça veut dire que notre formule version 1 nous a diminué la dispersion des volts énormément. On voit très clairement ici que le rang interquartile a baissé de 250 à 185. C'est incroyable ce qu'on a pu faire. Et le contrôle du volt, donc la déviation standard, elle est beaucoup plus étroite. Alors, on a réanalysé avec plus d'œil et donc on a pu donc raffiner les paramètres de notre formule et maintenant on a la formule version 2. Et cette formule, elle est aussi sur le site web iclsizing.com. Et vous voyez que maintenant, on a 94% dans les 300 et presque 60% des yeux dans 100 microns de ce qu'on allait tenter. C'est vraiment incroyable. Donc, si on regarde ça dans le même graphique ici, ça, c'est les résultats encore plus d'exactitude et le rang interquartile 142. On a baissé presque à la moitié. Et donc, ça veut dire que maintenant, on est dans une position, on peut vraiment faire une prescription de la séparation de l'implant au cristallin. Et ce que c'était une technologie, l'ICL, c'est fantastique comme une technologie, si le sizing est bien fait, et on est en train, je crois, de faire que cette technologie atteint une sûreté maximale. Donc, avec la deuxième formule, on a donc eu des résultats que j'attendais jamais voir avec ce type de chirurgie. Donc, pour vous montrer, pour terminer ici, j'appelle ça notre galerie de post-op jour 1. Donc, vous voyez, auparavant, quand on faisait les ICL, on était un peu angoissé, on a un peu la trouille pour le prochain jour. Si le volt était trop haut, il fallait retourner à la salle d'opératoire, de faire un échange, ou trop bas. Bon, ben maintenant, écoutez, c'est comme ça. Ça, c'est le premier jour. J'ai ma formule qui dit on aura 56, 66 et on a 765. Voilà, à notre œil, 507, 510, jour 1. 50, 55, 60, 663. 539, 685. 507, 348. Vous voyez, ça c'est des yeux consécutifs que je vois le prochain jour. Et vraiment, le problème de sizing, à mon avis, il est presque résolu. Je pense, bon, avant, on disait aux patients que la probabilité d'un échange est entre 1 et 5%, ce dépendant avec qui tu parles. Et maintenant, on parle d'une chance d'échange de moins de 1%, peut-être moins de 0,5%. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je m'excuse pour mon français qui est très enrouillé en ce moment. Merci.